J'ai raconté cette histoire 1000 fois, mais jamais à voix haute, comme si on était seul, dans un bar sombre, à se pencher vers l'autre pour partager un secret qu'on voudrait presque oublier. Alors voilà, écoute, c'était à la fin des années 90. À cette époque, j'habitais dans les cantons de l'Est, tout près de la frontière américaine. Depuis que je me souvenais, j'aimais la chasse. Pas tant pour l'idée de tuer un animal, ça, jamais, mais pour la traque, pour le silence lourd des bois, pour ce calme qui te prend aux tripes et t'apprend à respirer autrement. Ou tu comprends pas. Moi, j'avais compris. Avec l'âge et les problèmes de santé, j'avais perdu de l'endurance. Mais quand il faisait beau, je ne laissais pas filer une sortie. Le cerf blanc était ma proie de prédilection. J'avais fait quelques excursions plus au nord, avec des copains, pour l'orignal et le caribou. Trop de marches à mon goût. Après 3 saisons, j'ai laissé tomber ces expéditions et je me suis contenté de mes précieux chevreuils. Je te dis tout ça parce que ce que j'ai vu s'est passé pendant une de ces journées de chasse. Rien, ce matin-là, n'annonçait ce qui allait suivre. Je suis parti avant l'aube. J'ai planté mon sac au pied de mon érable préféré, celui qui formait un réduit naturel, entouré d'épines et de fourrés sur 3 côtés. Parfait pour se cacher. Je suis resté là, immobile, jusqu'à un peu après 9 heures. Puis je me suis dit que j'allais suivre une piste. J'ai fini par trouver des signes. Mais ils étaient vieux, décrits par le temps. J'ai continué malgré tout, et j'ai débouché dans une petite clairière où se trouvait un lac que je n'avais jamais remarqué. Cet endroit avait été fermé à la chasse jusqu'à tout récemment. Être peut-être le premier à fouler ces terres depuis je ne sais combien de temps m'a donné un frisson. Rien que pour ça, la sortie valait le coup. Il faisait anormalement chaud. Le soleil pesait. Le lac m'a paru une bénédiction. Midi est un mauvais moment pour chasser, je le sais. Les cerfs se couchent. J'ai déchargé mon fusil, posé l'arme contre l'érable, et je suis allé vers l'eau. J'ai sorti mon mouchoir du gilet, et je me suis accroupi pour le tremper. L'eau a lavé la sueur de mon front. J'ai relevé le mouchoir, je l'ai pressé, et l'eau a coulé sur mon visage. J'ai senti un soulagement immédiat, comme si la forêt me rendait un peu de souffle. Puis il y a eu une odeur. Une odeur qui n'appartenait pas à la fraîcheur. Un relent de pourriture, amer, métallique, comme si la terre avait vomi quelque chose. J'ai froncé les sourcils. J'ai pensé que c'était le vieux mouchoir qui avait trop chauffé au soleil. Je me suis dit que ce n'était rien. Je suis resté un instant de plus, à me rafraîchir. Puis, par prudence, j'ai voulu remplir ma gourde. En baissant le récipient vers l'eau, j'ai vu, à moins d'1 pied de la surface, un visage. Le visage d'un cerf, figé, les yeux ouverts, mort. L'eau avait gardé le reflet d'une tête qui n'exhalait plus rien. L'explication de l'odeur m'est apparue, nette et dégoûtante. Aucun homme de bois qui se respecte ne boit dans une mare qui contient un cadavre. C'était la route directe vers l'hôpital et vers des jours de souffrance longues et humides. J'ai ressenti un dégoût qui m'a serré l'estomac. J'ai lavé mes mains et mon visage avec ce qui restait de ma gourde, avec précaution, en me jurant de ne rien avaler. Le mouchoir, j'ai creusé un petit trou, je l'ai enterré. Peut-être inutile, peut-être stupide, mais je voulais prendre aucune chance. La curiosité m'a rattrapé. Je me suis approché du rivage. Avec chaque pas, mon champ de vision livrait un morceau, puis un autre, et encore. Dans ce bassin stagné, il y avait des carcasses. Presque tous les animaux qu'on peut imaginer dans nos bois, et quelques-uns que je n'ai pas su reconnaître,
flottaient, gonflés, repoussants. De grands bucks, magnifiques, la ramure lourde, reposaient sous la surface comme des sculptures brisées. L'un d'eux avait des bois si larges qu'il sortait de l'eau en une fantaisie grotesque. Jamais je n'avais vu une telle scène de carnage. Sur le coup, j'ai pensé à des braconniers qui auraient abattu des bêtes et jeté les corps. Mais les cadavres que je pouvais examiner ne portaient aucune blessure apparente, aucun trou de balle, aucun coup de couteau. Rien pour expliquer pourquoi ces animaux avaient fini là, noyés, comme si le lac les avait pris. Plus je restais, plus le lieu me donnait la chair de poule. Les bruits du bois semblaient s'être effacés. Les insectes bourdonnaient, mais en sourdine. L'odeur me collait à la gorge. Mon cœur battait vite, plus vite qu'à mon habitude, et chaque battement résonnait contre mes tympans. J'ai senti la panique monter, lente comme une marée. Je devais partir, tout de suite, avant que mon corps n'accepte que ce lieu devienne mien pour l'éternité. Avant de m'en aller, j'ai attrapé quelque chose dans mon sac. Un petit flacon de verre que je gardais parmi mes affaires, pour les urgences, pour la curiosité. Je l'ai rempli avec de l'eau du lac, refermé le bouchon comme un superstition, puis je l'ai mis dans un sac plastique pour sandwich, propre, pour l'isoler. J'ai lavé mes mains, j'ai remballé mes choses, j'ai repris mon chemin. De retour en ville, j'ai pensé à un ami, un type respecté, professeur à l'université de Sherbrooke. Je lui ai apporté l'échantillon, plus par curiosité que par nécessité. Il l'a promis d'analyser. Il m'a rendu l'échantillon plus tard et m'a assuré que tout était normal. Il n'a jamais paru inquiet. Moi, je lui ai raconté ce que j'avais vu, en gros, et il a essayé de me convaincre d'oublier, de laisser tomber. Sa voix avait eu une pointe de nervosité que je n'ai pas aimée. Il semblait pressé de clôturer la conversation, comme si quelque chose lui pesait. Les semaines ont filé. Je n'ai pas insisté. J'ai mis ça de côté. Le temps a mangé les jours. 1 mois ou 2 ont passé et je me suis rappelé de lui. Un matin calme, je l'ai appelé. Il a répondu d'une voix tendue. Il a essayé de me dire que l'analyse ne montrait rien de spécial. J'ai senti qu'il mentait, ou qu'il retenait quelque chose qu'il n'osait pas confier au téléphone. Je n'ai pas insisté. On a coupé la communication. Les mois ont encore coulé. Noël s'est approché. Je faisais les courses quand j'ai aperçu Jean-Marc, mon ami, aux Galeries d'Angleterre, à Sherbrooke. Je ne comptais pas lui faire passer un interrogatoire. On était à moins de 20 pas l'un de l'autre. Je l'ai appelé. Il m'a regardé. Les yeux se sont croisés. Puis il a tourné la tête et il s'est éloigné, vite. J'ai été frappé, comme un coup. Nous nous connaissions depuis plus de 30 ans. Jamais il ne m'avait écarté ainsi. D'habitude, c'était lui qui venait me parler. Là, il m'a fui. J'ai essayé d'ignorer la blessure. Comme souvent, des relations se délitent. J'ai pensé que quelque chose pesait sur sa vie, quelque chose de personnel. Je me suis fait à l'idée qu'un ami s'était perdu. La vie a continué. 3 ans ont passé avant que je retourne de ce côté de la forêt. Ce matin-là, tout avait changé. En perçant le sous-bois, j'ai cru être perdu. Les lieux avaient été transformés. Le grand étang, cette mare infecte, avait disparu. Il restait des traces, des flaques sèches, quelques roseaux couchés, mais plus de bassins. La carte que j'avais avec moi, oui, je l'avais vérifiée. Mes années dans les forces armées canadiennes m'ont appris à me repérer. La carte montrait encore le lac. Pourtant, devant mes yeux, l'eau n'existait plus. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Je ne me suis pas senti triste, juste perplexe.
Plus étrange que son apparition, sa disparition. Qui peut, sans organisation, combler un lac naturel au milieu de nulle part? Ça demande des engins, du personnel, de la planification. Et qui effacerait même les traces, au point de faire croire que rien n'avait existé? Quelqu'un, des gens, une volonté, un secret. Après cet épisode, ma vie a pris un tournant. J'ai commencé à m'éloigner des autres, à pousser loin ceux qui m'étaient reproches, à me refermer. Peut-être que Jean-Marc et moi nous sommes éloignés parce que des choses pesaient sur lui. Peut-être que je suis devenu la cause. Je ne sais pas. Mais voir un grand plan d'eau s'évaporer comme s'il avait été avalé par la terre, sans explication, m'a fait douter de la réalité. Je n'ai jamais été ingénieur, encore moins creuseur de terrain. Je ne suis pas jardinier non plus, mais je sais que remplir un lac demande du travail. Et effacer toute trace, il faut des spécialistes. Quelqu'un a organisé ça. Quelqu'un a voulu l'oubli. Leur identité restera probablement inconnue aux yeux de ceux qui ne font pas partie de leur cercle. Et peut-être que, en dehors d'eux, mon petit mystère n'intéresse personne. Pourtant, je n'ai pas supporté l'idée que cela s'efface sans mot dire. Maintenant que je suis un vieux malade, que je n'ai plus grand monde à qui confier mes histoires, je mets tout par écrit. J'inclus la carte originale, l'ancienne, celle qui montrait l'emplacement du lac fantôme. Si tu es le pauvre type qui découvre cette enveloppe, écoute-moi, ne reproduis pas mes erreurs. Tu peux être le gardien de cette information. Ça ne signifie pas que tu dois la balancer. Garde ta bouche fermée. Fais comme si tu n'avais rien vu. J'aurais dû la fermer. Peut-être que si j'avais fermé ma gueule, on m'aurait laissé en paix. Au final, ce que tu fais de ce récit te regarde. Mais prends garde, et bonne chance, hein? Que Dieu protège ceux que tu aimes. Je vieillis, et plus je vieillis, moins je parviens à faire comme si mes erreurs passées n'existaient pas. Je viens d'avoir 36 ans. Je ne peux plus cacher ce à quoi j'ai participé, ni prétendre que je ne porte pas un poids de honte impossible à nommer. J'écris ça anonymement pour confesser mon crime. D'une certaine façon, ma peur de la prison n'égale que la peur de perdre ma famille. Me séparer d'eux serait pire que la mort. Si je n'avais pas arrêté l'alcool, la vérité serait probablement morte avec moi. Là, ça devra suffire. Une fois que cette histoire sera postée, ce conte sera abandonné, laissé au gré de Reddit. Me contacter serait une perte de temps. Lisez simplement, puis retournez à votre journée. Cette confession n'est que pour moi. Personne n'a besoin d'agir sur ces informations. Vous n'en tirerez aucun avantage. Mes problèmes viennent probablement de mon enfance. Mes parents, contrairement à beaucoup d'amis, sont toujours ensemble. Les punitions n'ont jamais été arbitraires ou excessives. Mais c'était le seul moment où mon père m'accordait de l'attention. Il existait surtout comme moyen de payer les factures. Même aujourd'hui, nous n'avons pas de lien émotionnel réel. J'en parle seulement pour montrer le vide que j'ai porté la plupart de ma vie. Peut-être que je suis né émotionnellement terne, ça importe peu au fond. Pour la plupart, ce seront des excuses de lâche. Et de toute façon, ce que je vais raconter est dégoûtant. Voyez-le comme tel. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Les vrais problèmes ont commencé quand je suis parti au cégep à Montréal. Je n'étais pas très intelligent. J'avais déjà de mauvaises notes. Je me suis fait des amis du coin sans tarder. Pour l'anonymat, je les appellerai Michel et Kevin. On s'est rencontrés dans une taverne miteuse d'Hochelaga Maisonneuve qui servait de l'alcool à ceux qui n'avaient pas l'âge. Mes parents ne buvaient pas.
Avant le cégep, je n'avais bu qu'une seule fois dans ma vie. Ça m'a donné une relation tordue avec l'alcool dès le départ. J'ai vomi à chaque fois que je buvais. C'est probablement pour ça qu'ils m'ont aimé tout de suite. Je n'avais pas de frein. Comme eux, je n'avais pas de bouton arrêt. Rapidement, je me suis mis à me droguer avec eux. Je ne parle pas d'un peu de weed. Je suis allé direct dans le bain profond et j'ai à peine nagé pendant 14 ans. Vous pouvez deviner la suite. En 2e année, on m'a mis à la porte. Je n'ai pas pris la peine d'en informer mes parents. Ils ont deviné quand j'ai arrêté de revenir pour les vacances. Honnêtement, je suis presque soulagé. Je n'ai pas les dettes écrasantes que beaucoup de mes collègues ont. Je me suis mis à faire de petits boulots et à vendre de la cam pour joindre les deux bouts, de la cocaïne, de l'ecstasy. Faire la fête est devenu le centre de ma vie. Ma consommation d'alcool et de drogue a explosé et ça a mené à ce que je vais raconter maintenant. J'aime croire que je n'aurais jamais fait ça autrement. Ça s'est produit pendant une de mes beuveries et défonces répétées. J'étais avec Kevin. Je ne sais pas où était Michel, pas que ça ait d'importance. Je me souviens qu'on planait depuis le midi. Il faisait nuit quand on est allé au bistrot. Par hasard, on est tombé sur un gars du quartier. Il avait quelques années de moins. Ce petit air de frère chiant qui s'accroche. Au fil de la nuit, il s'est enivré. Il est devenu de plus en plus agressif à l'oral. Je ne sais pas s'il pensait être drôle ou s'il cherchait à paraître costaud. Ça n'avait plus d'importance. Après 1 heure, on en a eu assez. En titubant vers les toilettes, on a commencé à parler. Pas de le tuer, de lui donner une raclée, une leçon, une culotte de fesses qu'il n'oublierait jamais. Il est revenu, on l'a invité à prendre de la coke. Il a accepté. Mais on avait d'autres plans. On est tous montés dans ma voiture et on a roulé jusqu'à un coin tranquille, dans les Laurentides, où on était déjà allé. L'air frais avait une odeur de sève et de pneus. Le coffre de la voiture sentait le renfermé et l'alcool. Il n'a rien vu venir. Même quand on s'est arrêté et qu'on l'a fait descendre, il posait encore des questions sur la cam. Je crois que j'ai été le premier à le frapper. Après ça, plus personne n'a compté les coups. Rétrospectivement, sobre, j'aurais arrêté bien plus tôt. Mais nous n'étions pas sobres. La raclée a duré environ 5 minutes. On ne s'est pas vanté d'avoir frappé la tête. On disait que c'était juste pour lui donner une leçon. Quand on a fini, on l'a viré sur le dos. Il respirait encore. Je m'en souviens très précisément. J'ai entendu ce cliquetis dans sa gorge, ce râle humide qui résonnait comme un morceau de métal mal serré. Nos cerveaux drogués ont trouvé ça hilarant. On a pensé que le laisser en plan, au milieu de nulle part, serait une blague. On l'a appuyé contre un pin, sa peau collée aux aiguilles, qui sentaient la pourriture. On est parti. L'air dans la voiture était lourd. On sentait la sueur, le vomi sec sur nos chemises. À ce moment-là, je n'ai jamais pensé qu'il était mort. Jamais. On s'est déjà fait démonter plus fort que ça, et on s'est relevé pour faire la bringue le lendemain. Le lendemain matin, quand l'alcool a commencé à retomber, l'horreur de ce qu'on avait fait m'a frappé comme un poing dans la poitrine. J'ai d'abord essayé de me raisonner. Puis, incapable, je me suis shooté pour oublier. Et ça a continué comme ça. Oublier, encore oublier. On n'était pas sûr que notre raclée suffirait pour le tenir à distance. On espérait au moins qu'il fermerait sa bouche. Après tout, la seule raison qu'on l'avait fréquenté, c'était la cam. Quand il a disparu, je ne me souviens pas que quelqu'un l'ait vraiment cherché. Personne n'en a parlé. Cet épisode est devenu un point minuscule dans ma descente toxique. J'ai réussi à l'enterrer effrayantement vite. D'autres horreurs ont suivi,
mais aucune n'a atteint le degré de dépravation de celle-là. Les années ont filé en brouillard. Mes soi-disant amis m'ont vendu au premier coup venu. Même là, cette nuit n'a jamais été évoquée. Peut-être que j'en veux. La prison, ironiquement, m'a sauvé. Privé de Cam pour la première fois depuis des années, j'ai dû affronter mes problèmes. Tous, sauf un. Pendant longtemps, je n'ai même pas été sûr que ça soit réellement arrivé. J'ai compris que mon cerveau avait inventé un mécanisme de défense. Maintenant que je suis sobre depuis plus de 4 ans, la vérité de cette nuit se dévoile peu à peu. Il n'y a pas une seule nuit, depuis 1 an, où je n'ai pas rejoué la scène dans mes rêves. Cauchemar serait un mot plus précis. La nuit dernière a été la goutte qui a fait déborder le vase. Je me suis réveillé trempé de sueur, en criant. Ma femme m'a appelé. Ça a été le point de rupture. Si je ne raconte pas au moins à quelqu'un, je sens que je vais devenir fou. Dire ça à ma femme est impensable. Je préférerais mourir. Elle connaît une partie de mon passé. Mais je suis certain qu'en l'entendant, son amour pour moi se briserait. Je ne veux pas lui faire ça. Ce serait un sacrifice sans bénéficiaire. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai jamais dit si la victime est morte ou non. La vérité, je ne sais pas. J'ai eu trop peur pour fouiller les archives de la Sûreté du Québec ou les nouvelles locales. Savoir serait peut-être le déclencheur qui me pousserait à faire un choix irrévocable. Un choix qui détruirait ma famille pour de bon. Pour l'instant, je dois espérer que cette confession va atténuer un peu le dégoût massif et la culpabilité qui me ronge. Si elle fonctionne, tant mieux. Si ça ne vous touche pas, rien ne change pour vous. Votre rôle s'arrête ici. Avant que vous cliquiez ailleurs, pensez-y une dernière fois. Pour votre bien et pour ceux que vous aimez autour de vous, réfléchissez à 2 fois avant d'emprunter le chemin de l'alcool et des drogues. Ma femme devrait vous servir d'exemple. Je me croyais autrefois quelqu'un de gentil, de respectable. Regardez ce que l'addiction m'a arraché. Si vous ne vous souciez pas de vous, souvenez-vous qu'il y a des gens qui tiennent à vous. Je suis assis à la table de la cuisine pendant que j'écris. La lampe au-dessus de ma tête cligne parfois, et mon cœur bat comme un tambour qu'on frapperait avec des mains tremblantes. Je sens encore l'odeur du pain dans mes narines quand je ferme les yeux. La gorge sèche, la bouche salée. Et cette question qui me hante comme un moustique. Ai-je laissé quelqu'un mourir par ma main parce que je ne savais pas m'arrêter? Je ne peux pas vivre avec cet inconnu à l'intérieur de moi encore plus longtemps. Voilà, j'ai tout dit. Laissez-moi partir maintenant. Laissez-moi tenter de réparer ce qui peut l'être, sans réveiller l'enfer au dehors. Je vais te raconter une histoire qui puait déjà dans l'œuf. Au cœur du Québec, perdu comme un os dans la neige, le 3 mars 1980, une fille est née. Elle est devenue l'enfant chéri des siens dès ce jour. Rien ne lui a jamais paru interdit. Chaque anniversaire a été une messe en son honneur. On l'a célébrée comme si elle avait reçu un brevet de perfection. En public, elle brillait. En privé, elle était différente. Elle a menti à ses parents. Elle a trahi ses pairs à l'école. Ses notes ont été médiocres, rien de plus. Ses maladresses avec les garçons ont été légendaires pour de mauvaises raisons. Personne de son âge ne l'a respectée vraiment. Quelques-uns l'ont tenue par la peur, mais même eux se sont détachés, un à un. La petite créature divine que ses parents vénéraient n'existait pas. Tu veux savoir comment je sais tout ça? J'ai été fouassé pour l'épouser. Je l'appellerai Marie-Claude. On se connaissait depuis le secondaire. On a grandi pas loin l'un de l'autre, dans une ville
où les rues sentent la fonte et les vieux souvenirs. Sa beauté coupait le souffle. C'était son seul crédit, sa seule grâce. Pour une raison qui m'échappe encore, c'est moi qu'elle a choisi. Avec le temps, j'ai compris. Son éducation l'avait rendue narcissique, violente dans ses demandes. La plupart des gars l'ont rejetée. Moi, j'ai sombré. Elle m'a eu dès le départ. Elle m'a tenu en laisse. Mais, étrangement, elle ne m'a jamais maltraité de la façon ignoble dont elle traitait les autres. Peut-être que ça m'a rendu aveugle. Peut-être que j'ai confondu contrôle et amour. Notre relation a roulé comme un tambour craqué. On se disputait. On se séparait. On se rattrapait. À chaque fois que la société lui refusait quelque chose, et ça lui arrivait souvent, j'étais celui qui la remettait debout. Je me suis laissé convaincre que le monde était contre elle. Elle cultivait le théâtre. Moi, j'ai toujours pris le rôle de secouriste. Je l'ai suivie au cégep à Québec, alors que j'avais eu l'acceptation à McGill. J'ai pensé qu'on partirait à Montréal après 2 ans. Elle a à peine tenu ces 2 ans. Elle a échoué au premier semestre. Elle a dû faire appel. J'ai fait ses devoirs. Je l'ai forcée, je l'ai poussée, je l'ai répétée jusqu'à ce qu'elle réussisse. Elle n'était pas stupide. On l'avait juste élevée dans la conviction que tout lui revenait de droit. À la fin de cette période, elle a pris un job atroce dans la boîte d'une amie en design d'intérieur. Quand j'ai proposé Montréal, elle a dit que son travail était trop important pour qu'elle le quitte. J'ai sacrifié McGill. Je me suis inscrit à l'université Laval. Les années ont filé. J'ai continué les études. Elle a enchaîné des emplois sans avenir. Notre première fille est née pendant tout ça. Marie-Claude a traîné longtemps sa dépression. Quand notre deuxième fille est arrivée, 3 ans plus tard, elle a semblé se relever. Moi, j'enseignais au secondaire. Un décès de dernière minute au personnel m'a placé comme entraîneur de lutte. J'étais moins souvent à la maison. Marie-Claude avait cessé de travailler pour élever les filles. Au début, ça m'allait. Puis elle a eu trop de temps pour ruminer. Elle a commencé à m'accuser d'adultère. C'était absurde, mais ça a enflammé la maison. Le plus triste, je l'aimais encore comme le premier jour. Je ne regardais pas d'autres femmes. Les accusations ont duré presque 6 mois. Puis, sans avertir, elles ont cessé. 2 jours sont passés avant que j'aie une journée libre pour être avec elle et les filles. La journée a été douce. Elle m'a même cuisiné un bon repas. La maison sentait le pain chaud. Après le repas, j'étais crevé. Je lui ai dit que j'allais me coucher tôt. Je pensais l'énerver. Elle m'a bordé. Ce geste m'a paru étrange. Elle n'avait jamais bordé personne comme ça, pas même les enfants. Mais je n'ai pas sonné l'alarme. Je me suis endormi. La douleur m'a réveillé. Une brûlure aiguë, un poids, comme si un baiser de fer m'écrasait la poitrine. J'ai lutté pour ouvrir les yeux. Un martèlement s'est mis en boucle contre ma cage thoracique. Quand j'ai enfin réussi à déglutir et à ouvrir les yeux, une silhouette s'agitait sur moi. C'était Marie-Claude. Elle frappait. Elle enfonçait quelque chose. J'ai senti un liquide chaud contre ma peau. L'odeur du métal s'est levée. Du sang. Mon cœur tambourinait dans mes oreilles, comme s'il voulait sortir. Je n'ai pas compris tout de suite. Le réveil a été flou, entre rêve et veille. Puis j'ai senti le poignard. Elle s'acharnait. J'ai tout rassemblé. J'ai poussé de mon dernier souffle de force. Elle est tombée. J'ai posé la main sur ma poitrine. Elle était trempée. J'ai réalisé qu'elle m'avait poignardé. La panique a pris la pièce, a retiré les rideaux. Elle a tenté de me monter dessus de nouveau. Mes jambes étaient du plomb. J'ai essayé de courir vers la porte. Elle m'a sauté dans le dos avant que j'aie gagné le couloir.
La survie m'a habité. J'ai roulé, je l'ai projetée au sol. Elle a bondi. J'ai frappé par réflexe. 2 coups nets, au menton. Elle a basculé, inanimée. Je me suis surpris moi-même. Ce que j'ai fait m'a surpris. Je n'ai jamais été violent comme ça. Mais ça m'a laissé un moment pour attraper le téléphone. Notre aînée s'est réveillée avec le bruit. Elle a vu le sang. Elle a hurlé. J'ai menti. J'ai frotté ma poitrine comme si j'avais renversé du ketchup. Elle a pleuré. Puis elle est retournée au lit quand je le lui ai demandé. J'entendais Marie-Claude qui cherchait à fuir la chambre. Je n'étais pas en état de la rattraper. J'ai compris après que j'avais été drogué. Je me suis enfermé dans la salle de bain du couloir. Là, le monde a dérapé. Le sang m'a vidé. La voix de la réceptionniste du 911 m'a accroché au fil. Elle a tout fait pour que je reste éveillé. Elle m'a dit des choses banales, des mots qui tenaient comme des pansements. Puis le noir m'a avalé. Le lendemain, je me suis réveillé dans une douleur sèche, profonde. J'ai crié, un cri qui a attiré une infirmière. Elle a ajusté ma perfusion. J'ai eu des éclats de conscience, des instants piqués de mémoire. Le 4e jour, je me suis réveillé proprement. Une infirmière est venue m'expliquer quel bouton j'avais à presser si besoin. Elle est partie et elle est revenue avec le petit déjeuner. C'était la première fois que je goûtais au croton. J'ai tout englouti, comme si ma bouche voulait reprendre le monde. Après le déjeuner, des agents de la Sûreté du Québec sont arrivés. Ils ont dit ce que je n'avais pas encore accepté. Marie-Claude avait foncé sur les policiers avec un couteau. Ils l'avaient abattue. Elle était vivante, blessée, soignée dans le couloir d'à côté. Mes filles étaient chez ma mère. Je la remercie encore d'avoir eu la présence d'esprit de ne pas les amener. Ça m'a sauvé ce qui restait. Tout ça s'est passé en 2008. Je n'ai pas pu expliquer tout le bordel aux filles pendant quelques années. Pour faire court, je suis sorti de l'hôpital quelques jours plus tard. Marie-Claude a été transférée au centre de détention provincial. Elle a plaidé coupable et elle a accepté une peine de 15 ans. Quand ce chapitre s'est fermé, j'ai essayé de me concentrer sur les filles. J'ai eu la chance d'avoir 2 parents présents, prêts à m'épauler. J'ai perdu mon poste d'enseignant à cause de l'ombre de l'affaire. Mais l'administration m'a offert un horaire stable, du 9 à 5. Ma fille aînée est près de la fin de ses études. Sa sœur n'est pas loin derrière. Elles ont grandi sans leur mère. Elles ont traversé l'adolescence comme des soldats fatigués. Elles ont tenu bon. Elles ont refusé de voir Marie-Claude quand elle a tendu la main 1 ou 2 fois. Je ne leur ai jamais dit du mal d'elle. J'ai toujours laissé le choix. Au fond, je crois que c'est Marie-Claude qui a le plus souffert. Je ne la transforme pas en victime. Elle était 100% responsable. Mais être séparée de ses filles l'a torturée. Les blessures qu'elle a reçues n'ont jamais cicatrisé. Les rares fois où j'ai parlé avec elle, elle répétait sa douleur comme une litanie. Et juste au moment où elle approchait de la fin de sa peine, elle a attrapé la Covid. Elle est morte. Ce n'est pas une fin qu'on mérite, pas même elle. Je tourne ces mots comme des os dans ma bouche. Il n'y a pas de consolation propre à une histoire pareille. Il y a des odeurs, le métal et la peur qui ne vous quittent jamais. Il y a des nuits où j'entends encore le martèlement sur ma poitrine, le souffle court, la voix effilochée de la femme que j'ai aimée et que je n'ai plus su reconnaître. Et il y a mes filles qui ont grandi en apprenant à fermer la porte avant qu'on ne puisse la franchir. Je ne veux pas te laisser sur une note douce. Ce que je te raconte a laissé une marque. Le silence après une attaque, c'est un bruit à part entière. Le sang sèche. Les gens reviennent à la vie.
Les murs se rappellent. Mais parfois, en pleine nuit, je sens encore la chaleur sur ma peau. Et je sais que les monstres peuvent porter un visage qu'on croit connaître. L'image de ce jour-là, elle m'est restée collée sous la peau. C'était le 3 septembre 2002. Mon pays digérait encore les attaques de l'année précédente. Le patriotisme était partout, lourd comme un manteau trop serré. J'avais rencontré ma femme, Marie-Claude, à l'anniversaire d'un ami un mois plus tôt. Tout semblait sourire. Le boulot, lui, coincé. Pas terrible, pas catastrophique. Un engrenage. Un jour ou deux avant Halloween, j'ai vu une brèche. Une opportunité en or s'ouvrait à Montréal, au Québec. Si je voulais l'attraper, il fallait partir tout de suite. Après avoir parlé à mon patron, il m'a donné le feu vert. J'ai acheté un billet d'avion pour minuit. J'ai atterri juste au lever du soleil. Mes contacts m'avaient dit que l'homme que j'allais rencontrer, Jean-François, ne serait pas disponible avant 8 heures du matin. J'ai profité du trou dans le temps pour piquer un somme à l'hôtel, près du centre-ville. À mon réveil, douche, costume le mieux repassé, cravate nouée comme il faut. J'allais faire le geste le plus important de ma vie. Il fallait que j'aie la gueule de l'emploi. En approchant de l'heure, j'ai appelé la réception pour qu'on me réserve un taxi. Je suis descendu dans le hall. Un jeune homme, Louis, m'a conduit à ma voiture. Ce matin-là, j'étais de bonne humeur. Rétrospectivement, j'ai commis une erreur de débutant. J'ai laissé un pourboire généreux. J'ai glissé à Louis un billet de 50 $ canadiens. Ses yeux ont presque roulé hors de ses orbites. C'est important. Pour la suite, je suis presque sûr. Il était la taupe à l'hôtel. Le taxi m'a conduit au rendez-vous. Dans le plateau, on a parlé de tout et de rien, des Canadiens, du temps. Le chauffeur a accepté d'attendre. J'ai estimé que la rencontre durerait 1 heure au maximum. Je ne voulais pas traîner. La réunion elle-même aurait pu mieux se passer, mais l'objectif a été atteint. J'ai regagné le taxi. Le trajet de retour a commencé. Mon humeur était plus sombre. J'ai coupé la conversation. J'écrivais un texto à mon patron quand la voiture s'est arrêtée d'un coup. Freinage sec. J'ai senti mon corps mordre le dossier. Un craquement dans ma nuque. J'ai juré comme un charretier. Juste au moment où je reprenais ma position, j'ai entrevu un autre taxi garé devant nous. Le chauffeur de mon taxi est resté muet. Ça ne m'a pas empêché de demander ce qui se passait. J'ai compris, alors, qu'il savait, qu'il y avait peut-être complice. Si je n'avais pas hurlé comme un fou, j'aurais peut-être vu l'homme à ma fenêtre plus tôt. J'ai pris un éclat de mouvement en vision périphérique. J'ai tourné la tête. Une arme m'a fait face, pointée, c'était net, un canon noir dans mon champ de vision. Je n'ai pas compris tout de suite. J'ai levé les mains pour montrer que je n'étais pas une menace. L'homme a arraché ma portière et a exigé mon argent, en anglais approximatif. J'ai obéi, vite. Une voix me criait dedans, mais, au fond, une autre voix priait que l'arme ne remarque pas ma montre. Cette montre, elle appartenait à mon père. Ma mère lui avait offert pour leur 25e anniversaire. Je l'avais héritée à sa mort, en 1997. D'habitude, je n'aurais pas porté quelque chose d'aussi voyant, surtout à Montréal. Mais elle m'avait porté chance. Ce jour-là, je l'avais sur le poignet. Quand le tireur a braillé « montre » en anglais cassé, j'ai fait l'erreur. J'ai essayé de feindre l'incompréhension. Il a saisi mon poignet avec sa main vide. J'ai tiré ma main comme un réflexe. L'arme a pénétré mon ventre. Tout est devenu lent. Chaque seconde s'est allongée en fil. J'ai senti le métal froid contre ma peau. L'odeur d'huile et de poudre m'a frappé,
âcre. Le claquement du chien qui recule m'est resté en tête, comme un tic dans une cave. J'ai réussi à arracher la montre avant que le coup parte. J'ai vu le pistolet se déclencher à la dernière seconde. Un feu sec, un bruit qui t'a perforé les tympans. Ils ont fui. Le type a couru vers l'autre taxi. Les deux ont disparu en trombe dans une rue adjacente. On était loin du centre, dans l'est de Montréal. Vide, aucun bruit, à part le souffle court de mon cœur et le vent qui frottait des tôles. Des entrepôts en ruine, des terrains vagues où l'herbe cherchait à reprendre ce que l'homme avait pris. Les façades penchaient, les vitres manquaient. Si j'avais eu 10 ans de moins, j'aurais peut-être riposté. Là, j'étais juste vidé. Le taxi, après ça, était sinistre. J'ai scruté les yeux du chauffeur dans le rétroviseur. Il faisait des allers-retours, sauvages. Il est resté silencieux. Il savait. Comment se faisait-il qu'il n'avait pas été braqué, lui aussi? J'avais une décision à prendre. Aller à la Sûreté du Québec, retourner à l'hôtel, puis filer à l'aéroport. Les options se tordaient dans ma tête comme des vers. On sait que la police, au Québec, parfois, ne vaut pas mieux qu'une porte ouverte. Parfois, elle ferme les yeux. Pour tout ce que je savais, certains pouvaient être programmés pour fermer les paupières sur le crime. Le côté colère de moi voulait retourner au comptoir, confronter Louis, le voir baisser les yeux. J'ai réfléchi, quelques minutes, et j'ai choisi la fuite. J'ai choisi d'abandonner, de couper mes pertes. J'ai dit au chauffeur de repartir vers l'hôtel. Je ne portais pas beaucoup d'argent sur moi d'habitude. Ce qu'ils avaient pris serait presque impossible à retrouver si un employé fouillait. J'ai couru dans ma chambre. J'ai pris l'argent du taxi, 40 $ canadiens. Je l'ai donné au chauffeur, sans un mot. Il a démarré aussi silencieusement qu'il était arrivé. Il était temps que Louis prenne mon courroux. Il m'a accueilli avec un sourire faux. « Comment ça va ?» qu'il a demandé, une voix douce et coupante à la fois. J'ai parlé du vol. Je n'avais aucune patience pour sa sympathie en toc. Je lui ai dit que ses complices s'étaient enfuis avec seulement 30 $ canadiens. Je ne voulais pas lui montrer à quel point la perte de la montre de mon père me rongeait. Il a nié. Bien sûr qu'il a nié. Il n'a pas proposé d'appeler la Sûreté du Québec. Pas une fois. Je lui ai dit que je savais, que j'allais prévenir tout le monde avec qui je traiterais, que tout le monde saurait quel genre d'hôtel il tenait. Je lui ai balancé qu'il était une ordure, un petit lâche, puis je suis parti du hall. Ce n'était pas grand-chose, mais ça allait devoir suffire. J'ai refait ma valise. J'avais payé l'hôtel d'avance. Mon billet était un aller-retour. Je n'avais plus besoin de cette adresse ni de son personnel. Des taxis patientaient sur la rue Saint-Denis. J'en ai pris un. Direction l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Le reste du trajet s'est passé sans heurts. J'ai attendu d'être de retour au travail pour parler du braquage à mon patron. Il a été horrifié, comme on s'y attend. Je lui ai dit aussi que je ne remettais jamais les pieds à Montréal. Il pouvait me licencier, peu m'importait. Il n'y avait aucune somme d'argent qui me ramènerait là-bas. Il a été compréhensif. Il a joué le jeu. Il a respecté ma peur. J'ai appelé ensuite Jean-François, l'homme que j'étais allé rencontrer. Ce n'était pas pour des nouvelles, mais pour dire que je transférais nos dossiers à un collègue. Quand il m'a demandé pourquoi, je lui ai raconté le braquage. Je lui ai dit que je ne le tenais pas responsable. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a dit qu'il comprenait. Quand on a raccroché, j'ai eu un léger vertige, comme si quelque chose en moi s'était décollé. Je dois admettre que j'ai eu l'impression, peut-être à tort, qu'il se sentait coupable ou inquiet.
Il a accepté le contrat quand même. Il a dit qu'il viendrait aux États-Unis plus tard, pour éviter toute menace à nos employés. Peut-être que ça l'a travaillé. Nous n'en avons jamais reparlé. Et moi, je n'en ai plus parlé. J'ai voulu oublier. Je veux oublier. Il restait un dernier appel à passer, et c'était le plus dur. La voix de ma mère, quand je lui ai dit pour la montre, avait l'air de se fissurer. La tristesse, pure et simple. Elle m'a répété qu'elle ne me blâmait pas, mais j'ai entendu son cœur se briser, malgré elle. C'est la première fois que je me suis mis à pleurer depuis la 2e année. C'était mince, comme un filet, mais réel. Depuis, j'ai acheté une autre Day-Date, fabriquée la même année que l'original. Je l'ai fait graver des mêmes mots que papa avait sur la sienne. Je la porte à Noël. Ma mère aime la voir, mais je sais, au fond, que ce n'est pas un vrai remplacement. Ce n'est qu'une imitation qui rappellera toujours l'original, une empreinte sur la peau d'un souvenir qui manque à la matière. Parfois, la nuit, je recommence à sentir le froid du canon contre mon ventre, le goût de la poudre, le bruit du chien qui recule et le silence qui a suivi leur fuite. C'est un silence qui pèse, qui s'accroche aux vêtements, aux doigts, au sommeil. Je vous l'ai raconté une dernière fois, là, maintenant, devant vous, parce que ça garde quelque chose en vie. Et parfois, garder ce quelque chose vivant, ça fait plus peur que l'avoir perdu. Je me suis mis à rêver de parcourir le pays dès le début de ma dernière année de lycée. Un prof m'avait conseillé de lire Sur la route de Jack Kerouac. Je me suis plongé dedans, au point d'être déjà en train de planifier mon voyage, avant d'avoir fini la moitié du livre. À l'origine, je voulais partir après les études, mais sur un conseil avisé de mon père, j'ai tout avancé, partir tout de suite. La vie a une fâcheuse habitude de s'accrocher à nous, en vieillissant. Avec le soutien de mes parents, j'ai pris une année sabbatique et je suis parti le lendemain de la remise des diplômes. Mes parents pensaient que je voyagerais en autocar de ligne. J'avais d'autres plans. J'ai pris l'autocar seulement jusqu'à Montréal, puis j'en suis descendu. J'allais voir le Canada comme mes vieux l'avaient fait, au pouce, de bord en bord. J'ai eu quelques rencontres étranges et plus d'une frayeur qui m'a frôlé la mort. Ce qui suit est sans doute la pire. Ce jour-là, je traversais les cantons de l'Est, dans le sud du Québec. Le soir tombait. Un monsieur âgé m'avait pris en auto environ quelques kilomètres plus tôt. Il m'a dit qu'il allait me laisser là. J'ai pensé qu'il habitait tout près et qu'il ne voulait pas que je sache où exactement. J'étais juste content d'avoir un transport. Je lui ai dit au revoir et il est parti, englouti par le soleil couchant. Une demi-heure a passé pendant que je marchais sur l'accotement. Ma lampe frontale bon marché, éclairant à peine le chemin devant moi. Cette portion de route était au milieu de nulle part, presque pas de circulation. Le soleil s'était enfui depuis longtemps. L'air semblait juste tiède. J'étais reposé et je ne cherchais pas activement un lift. Pourtant, une vieille camionnette est passée et s'est arrêtée à une vingtaine de mètres devant moi. Je me suis arrêté et je l'ai regardé juste pour être sûr qu'il m'arrêtait. Le conducteur a dû comprendre parce qu'il a passé le bras gauche par la fenêtre et il m'a fait signe d'avancer. J'ai commencé à trottiner vers la camionnette. J'étais presque au pare-choc quand la camionnette a d'abord bondi en avant de quelques mètres. C'est une blague qu'on fait souvent aux autostoppeurs. Vous en avez sûrement vu une version dans un film. J'ai voulu être bon joueur, j'en ai ri. J'ai accéléré, je me suis de nouveau approché, et la camionnette a encore fait un bond en avant de quelques mètres. Là, habituellement, la plaisanterie s'arrête et le conducteur ouvre la porte.
Mais mon nouveau compagnon n'a pas respecté les règles. Il m'a laissé arriver jusqu'à la portière passager. Il m'a regardé, et avant que j'aie pu prononcer un mot, il a enfoncé l'accélérateur. Les pneus ont hurlé. Il a disparu dans l'obscurité. J'étais furieux. Sans réfléchir, j'ai fait un doigt d'honneur, un geste stupide que j'avais fait des centaines de fois dans ma jeunesse et qui n'avait mené qu'à des insultes en échange. Mais depuis que j'avais grandi, je rencontrais de plus en plus de gens qui prenaient ce geste comme une provocation extrême. Là, je venais d'en croiser un. Je suis resté immobile, tandis que la camionnette se perdait dans le noir. Puis, au moment même où j'ai levé le doigt, le noir s'est embrasé de feu arrière. D'abord, j'ai pensé qu'il voulait me leurrer à nouveau. Mais bientôt j'ai compris. Il faisait un demi-tour en quelques mouvements et revenait vers moi. Un malaise glacé a commencé à remuer dans mes entrailles. J'ai attrapé ma matraque télescopique que je gardais pour me protéger, et je l'ai glissée hors de mon sac. Je pensais qu'il revenait pour en découdre. La chose étrange, c'est que plus il se rapprochait, plus la camionnette semblait accélérer, la calandre droite vers moi. J'ai estimé qu'il était encore à une vingtaine de mètres quand il a brutalement accéléré. Et là, j'ai pris mes jambes à mon cou. Je me suis mis à courir, comme si ma vie en dépendait, parce que c'était le cas. J'ai tenté de le semer en coupant dans le champ qui longeait la route. Il a suivi. Alors j'ai traversé de l'autre côté. De ce côté, il y avait une clôture métallique tubulaire. J'ai dû l'escalader vite. À ma grande stupéfaction, il a foncé droit sur la clôture et l'a pliée comme si ce n'était que du papier. J'ai fait le tour. Je suis revenu sur la route. Il était très proche. J'ai senti la chaleur du moteur sur ma nuque. Mon corps a commencé à rendre les armes, les jambes lourdes, le souffle court. Un faux pas, un glissement, et j'allais être écrasé. 10 secondes de plus, et je me voyais déjà contre la calandre. J'ai aperçu un chemin de terre qui tournait sur ma gauche. Quand j'ai pu, j'ai coupé le bitume et j'ai plongé sur ce chemin gravillonneux. Devant moi, des buissons, puis du bois. J'ai rassemblé ce qui me restait de force et j'ai foncé dans les arbres. J'ai plongé dans un ravin. J'ai éteint ma lampe frontale et je me suis glissé sous des troncs tombés. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti une sécurité fragile. Mais je n'étais pas encore tiré d'affaire. Je me suis couché à plat, aussi immobile que possible. J'ai tenté de ralentir ma respiration, faire oublier le battement effréné dans ma poitrine. J'entendais le grondement sourd du moteur passer à quelques mètres. Puis, sans que je m'en doute, ce fou Québécois a allumé un projecteur fixé sur sa camionnette. Le faisceau a traversé le bois comme un couteau. La lumière a frôlé mon abri plus d'une fois. À un moment, j'ai juré qu'il m'avait vu. Le faisceau a balayé ma cachette, s'est arrêté, comme hésitant, mais il ne s'est pas arrêté. Il a continué sa route, plus loin, puis encore. Je suis resté là, immobile, incapable de bouger. Au fil de la nuit, j'ai rampé plus profond dans le bois quand sa lumière passait trop près. Elle a continué à passer, parfois si près que j'ai senti la chaleur, mais je restais dans l'ombre. Aux alentours de 4 heures du matin, j'ai entendu le moteur monter dans les tours et les pneus crisser comme une promesse. Il est parti. Pour de bon, m'a-t-il semblé. J'ai attendu, tremblant, dans ma planque finale jusqu'au lever du jour. L'épuisement m'a submergé et j'ai fini par m'endormir, malgré la peur encore collée à mes os. Juste après 10 heures du matin, j'ai quitté les arbres, silencieusement, en jetant des coups d'œil autour de moi. Il n'y avait plus de camionnette. J'ai passé le reste de la semaine à éviter la route.
Je ne me sentais pas en sécurité. Même le soleil semblait complice de ce qui s'était passé. Un dimanche matin, tôt, une famille m'a pris en voiture. Ils allaient à Saint-Tite pour le rodéo. Je suis resté silencieux sur la poursuite. Je ne voulais pas imposer mes démons à des parfaits inconnus. Pendant qu'on traversait la Mauricie, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. Ils devaient me prendre pour un taré, mais ils étaient trop gentils pour poser des questions. La nuit sur la route hante encore mes rêves, parfois. Ma rencontre avec cette famille a ouvert un autre chapitre intéressant de mon histoire sur la route. Mais je le garde pour une autre fois. Disons simplement que j'ai passé une nuit à l'hôpital après une confrontation avec un taureau furieux. Jusqu'à la prochaine fois, mes amis, restez libres et ne vieillissez jamais. Après ma démobilisation des forces armées canadiennes, je me suis heurté à un mur. Marie-Claude l'a vu, elle a vu que j'étais tombé plus bas que je ne voulais l'admettre. Un matin, elle m'a poussé du seuil sans agressivité, juste un doigt posé sur mon épaule. « Va marcher », elle a dit. Je suis allé dans les bois des Laurentides. Et pour une fois, elle a eu raison. L'air m'a lavé. L'odeur de la terre mouillée, des résineux, m'a rendu la parole. Je suis parti sans but et j'ai fini par m'asseoir sur une bûche, comme un naufragé qui retrouve la rive. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps s'est étiré, comme un pull qu'on retire. Tout ce que je sais, c'est que je ne voulais pas rentrer. À la maison m'attendaient des gosses qui hurlaient, des responsabilités qui m'écrasaient la poitrine. Cette pression m'a donné une idée, cruelle en apparence, mais douce pour mon âme. Je suis rentré, à contre-cœur. J'ai tiré Marie-Claude dans la salle de bain, à l'abri des yeux. On s'est assis l'un en face de l'autre. Je lui ai expliqué mon plan, tout nu, sans fioriture. Elle n'a pas hésité. Elle a donné sa bénédiction comme on donne un manteau à quelqu'un qui grelotte. À ce moment-là, j'ai su qu'elle était trop bonne pour moi. J'ai pris mon sac. Je suis reparti dans les bois. 3 jours, j'ai vécu dehors. Je me suis nourri comme un animal. J'ai pris juste ce qu'il fallait. Quand je suis revenu, j'étais différent. On renaît parfois en respirant. La nature est devenue ma planque, mon salut. Une autre année est passée. J'ai poursuivi mes petites échappées. Au début, je restais près de la maison. Mais l'appel de l'ailleurs a grandi. Pas loin de la ville de Québec, il y avait de vastes terres publiques, presque domaniales, utilisées par les randonneurs en VTT et par les buggy côte à côte. Je brûlais d'aller voir, mais j'ai attendu que la fréquentation baisse. Quand les jours ont refroidi, j'ai chargé mes affaires sur mon vieux quad Honda et je suis parti. J'ai suivi les sentiers principaux. Puis j'ai bifurqué sur un vieux chemin abandonné. Il était environ 4 heures de l'après-midi quand je suis tombé sur une clairière, au bord d'un ruisseau. J'ai monté un camp, j'ai regardé le soleil tomber derrière les épicéas depuis une chaise que j'avais taillée de mes mains. Le lendemain matin, j'étais allé puiser de l'eau. J'ai vu une vieille cabane, à moitié cachée sous des branches, de l'autre côté du ruisseau. Je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil après le déjeuner. Les heures m'ont filé entre les doigts. Presque à l'heure du repas, je me suis approché. Les fenêtres étaient recouvertes de toiles de jute, cette odeur caractéristique et un peu moisie qui vous prend la gorge. Signe qu'on s'en servait, qu'on la protégeait du regard du monde. J'ai fait le tour par l'arrière. J'ai relevé des traces fraîches. Un gros pick-up, un GMC Sierra, y était passé. Pas plus d'1 jour. Mes doigts se sont refermés sur la crosse de mon flingue, sans intention claire. Devant la porte,
2 cadenas pendouillaient, rouillés. J'ai à peine eu le temps de froncer les sourcils qu'un bruit de moteur a retenti sur le chemin. Je me suis mis à courir sans savoir pourquoi. Je me suis arrêté dans la lisière, collé à un bouleau, le cœur battant comme un tambour dans ma gorge. J'ai regardé, immobile, sans respirer presque. Un gros pick-up blanc est arrivé, s'est garé devant la cabane. Les passagers sont restés à l'intérieur pendant presque 1 minute. Puis, presque en même temps, 2 types sont sortis, armés de carabines. Ils portaient des gilets pare-balles. Leurs gestes étaient secs, professionnels. 2 autres ont fait le guet pendant qu'un 3e, sorti du siège avant passager, a ouvert la porte de la cabane. Le conducteur est sorti ensuite, suivi des 2 sentinelles. J'ai su, sur le coup, sans preuve et sans nom, que ça devait être du sérieux. Hells Angels? Peut-être. La précision de leurs gestes ne ressemblait pas à celle d'amateurs. J'étais coincé, piégé entre le chemin vers la sécurité et ces hommes qui sentaient la poudre et le diesel. J'avais un cig à la hanche. Ils me rassuraient et me trahissaient à la fois. 1 contre 2 fusils, c'était du suicide. Si on me trouvait, ma famille ne saurait jamais ce qui m'était arrivé. Je n'ai pas pu l'accepter. Je suis resté collé au bois. J'ai attendu. L'attente m'a bouffé. Le vent m'a apporté des odeurs, l'huile de moteur, la jute humide, la transpiration de vêtements qui n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Mon cœur cognait. Je me suis souvenu des hurlements à la maison. J'ai respiré moins. Puis, enfin, la pause. Les hommes sont sortis de la cabane. L'un tenait 2 sacs de sport, lourds, qui déformaient le tissu. Les sentinelles ont jeté un dernier regard autour d'elle. Le Sierra a reculé et s'est enfoncé dans le sentier d'où il venait. Dès que le camion a disparu, j'ai filé hors de ma cache. J'ai traversé le ruisseau jusqu'à ma rive. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai défoncé le sentier sur mon quad. Le moteur a hurlé, la boue a gicletté. La route de retour m'a laissé le temps de réfléchir. 2 options s'offraient. Faire comme si rien ne s'était passé, ou aller voir la Sûreté du Québec. J'ai choisi la seconde. J'ai pris la route vers le poste le plus proche à Québec. J'ai dit tout ce que j'avais vu. Ils m'ont écouté et m'ont dit qu'ils enquêteraient. J'ai fait ma part. 9 mois ont passé. Rien. Le silence. Mon esprit a ruminé. La curiosité m'a tiré à nouveau. J'ai remis la Honda sur le même sentier, pris position près de mon ancien camp. Ce que j'ai vu m'a glacé. La cabane n'était plus debout, pas tout à fait rasée mais brisée, effondrée. Les restes étaient calcinés. L'odeur de suie me frappait à plusieurs mètres, âpre et pénétrante. Sur place, peu de choses. Quelques morceaux de métal tordus, des bouts de mobilier carbonisé, des cendres qui avaient regardé la mémoire d'un feu. J'ai marché lentement entre les ruines, le souffle court, la peau d'épinette hérissée. Ce que j'ai senti, c'était une présence qui avait été effacée volontairement. J'ai été soulagé que la cabane ait disparu. Et pourtant, une petite flamme de curiosité brûle encore dans ma poitrine. Comment ce lieu a-t-il pris feu? Qui étaient ces hommes? Qu'avaient-ils transporté dans ces sacs? Quelles horreurs s'étaient-elles déroulées derrière ces fenêtres, en toile de jute? Je suppose que je ne saurai jamais. Mais souvent, la nuit, je revois cette clairière. Je me demande combien d'autres cabanes, dans des coins oubliés de la province, servent de refuge à des choses que l'on ne veut pas voir. Des endroits où l'on enferme des secrets qui puent la poudre et la peur. Si j'en trouve d'autres, je vous les raconterai. On se voit sur les sentiers. Ce qui suit m'est arrivé l'été de 2015.
À l'oreille de la plupart d'entre vous, cette histoire paraîtra ridicule, invraisemblable. Je vous assure que chaque détail est vrai. C'est arrivé à moi. Si vous pouvez laisser de côté votre cynisme un instant, écoutez, vraiment écoutez, parce qu'au cœur de cette histoire, il y a une vérité terrible. Prêtez attention pourrait empêcher d'autres personnes de vivre ce que j'ai vécu. Merci déjà d'être là. Partagez ce récit avec qui vous pensez que ça peut aider. On commence après la remise des diplômes en 2014. J'avais trouvé du travail comme adjointe juridique à Montréal, Québec. La première année s'était passée sans histoire. Rien ne laissait présager que j'allais basculer. Un soir de juillet, j'ai quitté le cabinet, tard. Ce n'était pas inhabituel. Quand le bureau traitait des recours collectifs, les journées s'éternisaient. Je marchais vers ma voiture. L'air était dense, collant d'odeurs de bitume chaud et d'essence. Une fourgonnette s'est approchée, a ralenti à ma hauteur et s'est arrêtée. 2 hommes cagoulés ont sauté dehors. Ils m'ont plaqué contre le véhicule. L'un a enfilé un sac en toile sur ma tête. Ils m'ont lié les poignets avec des serre-câbles, bien serrés. Puis m'ont jeté dans la fourgonnette. Tout a duré à peine 30 secondes. Personne n'a prononcé un mot. Même moi, je n'ai pas pu demander ce qui se passait. Trop peur. L'ignorance m'a semblé préférable à la certitude. La fourgonnette a repris sa route. Le moteur vibrait sourdement. L'odeur de caoutchouc chaud m'est restée en souvenir. Quelques minutes sont passées avant que mes ravisseurs ne commencent à parler entre eux. Malheureusement pour moi, ils parlaient français, une langue que je comprenais très peu à l'époque. C'est là que j'ai commencé à supplier et à marchander ma vie. J'étais presque résigné à subir l'irréparable, mais mourir n'était pas ce que je voulais. Je me suis efforcé de parler lentement, clairement. J'ai dit que je pouvais rendre leur vie plus facile si, une fois leur affaire faite, ils me laissaient partir, que je ne pourrais pas les identifier. J'ai ajouté, pour être sûr, que je ne comprenais pas leur langue. Peut-être qu'ils ne comprendraient dire pas. Peut-être que ça servirait. La fourgonnette s'est arrêtée. J'ai entendu les portes claquer. Pendant un moment, j'ai cru être seul. Mes bourreaux semblaient débattre à l'extérieur de mon sort. Mais plus je suis resté là dans l'obscurité, plus j'ai perçu une autre respiration. Une respiration proche, humide, rythmée. J'ai appelé « Allô ? Allô ?» J'ai répété 5 fois. Une voix m'a ordonné de me taire. Une voix en anglais, sans accent. Peut-être que j'ai fait une généralisation facile à cause de mes préjugés anglophones. Je ne sais pas. Le fait est que cette voix m'a dit de me taire. Sec, sans empathie. 10 minutes ont dû s'écouler, ou peut-être moins. Le temps se chiffonne quand on est dans la peur. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Je me suis attendu au pire. Mon cœur a commencé à marteler ma poitrine, si fort que j'entendais son tambour contre mes tempes. J'ai pensé à mes parents, à la dernière fois que je les avais vus. Rester calme semblait la seule voie pour tenir. Mais je me suis dit aussi que, peut-être, je ne voudrais plus vivre après ce qui allait arriver. Une pensée qui a traversé mon esprit comme une lame. Un des hommes a commencé à soulever mon chemisier. Mon souffle s'est affolé. Ça commence, je me suis dit. J'ai essayé de me perdre ailleurs. Mes pensées ont cafouillé. J'ai répété des phrases absurdes pour me maintenir. Puis j'ai senti quelque chose froid presser contre mon bras. Une piqûre, fine, aiguë. Un goût de métal m'a envahi la bouche. J'ai compris. Il ne cherchait pas seulement à me voler ma dignité, il me droguait. Tout mon sang s'est liquéfié. J'ai hurlé. J'ai lutté comme une bête acculée.
Les bruits se sont désordonnés, la fermeture de métal, des jurons étouffés, le cuir qui craque. Ma peau a senti la rouille du siège sous mes paumes. En quelques secondes, le monde s'est effondré. Le noir m'a avalé. Me réveiller a été pire que le noir. J'ai cru que j'avais basculé dans un autre monde, déçu d'ailleurs par l'au-delà qu'on m'offrait. J'avais l'impression qu'un camion m'avait roulé dessus. Mes mains étaient libres. Le sac avait été retiré. Je me suis retrouvé dans un endroit qui ressemblait exactement aux Laurentides, comme si on m'avait déposé au bord d'une route secondaire, loin de tout. Pas de traces d'agression visible, pas de blessures profondes, rien qui puisse expliquer la violence du geste. Ça n'avait aucun sens. Pourquoi m'enlever pour me droguer et me larguer à la campagne? J'étais soulagé de n'avoir pas été violenté, bien sûr, mais l'intention restait obscure. Je me suis passé la main sur le visage. Le vent apportait l'odeur des pins et une humidité froide. Après un bref examen, jambes, bras, doigts, esprit, j'ai décidé de rentrer à pied. Je suis une anglophone paumée au milieu des Laurentides. J'ai marché jusqu'à tomber sur une route où, par chance, on m'a pris en stop avant la nuit. On m'a déposé au poste de la Sûreté du Québec le plus proche. J'ai raconté tout ce dont je me souvenais. Les enquêteurs ont pris des notes, ont posé des questions calmes. Je suis sorti de là avec un semblant de renouveau. J'ai essayé de faire comme si rien ne s'était passé. Pendant des semaines, j'ai cru bien faire. Puis, au bureau, j'ai commencé à fondre en sanglots sans prévenir. Le stress a fait surface sous la forme de crises de larmes. Le cœur qui se serrait, la gorge nouée, la panique qui revenait en vagues. Je pensais que, si rien de physique ne m'était arrivé, je ne pouvais pas souffrir d'un état de stress post-traumatique. Je me suis trompé. J'ai suivi des années de psychothérapie. Ce travail m'a aidé à mesurer l'étendue des dégâts. Je me suis battu pour ne pas laisser la peur gouverner ma vie. Jusqu'ici, je tiens le coup. Le temps dira si je guérirai complètement. Si vous voulez, priez pour moi. Je sais que vous vous demandez ce qu'il est advenu de mes ravisseurs. La réalité est décevante. Sur les 4 à 5 hommes estimés présents ce soir-là, un seul a été identifié. Et encore, pas avec certitude absolue. La Sûreté du Québec lui collait au basque, mais n'était jamais tout à fait en avance. L'espoir s'est étiolé le jour où son corps a été retrouvé, démembré, dans un boisé isolé. Depuis, je n'ai entendu aucun autre nom. Je ne suis pas optimiste. Il y a pourtant une piste plus sinistre. Quelques semaines après mon enlèvement, une jeune femme a été enlevée au travail, de l'autre côté de la ville. Elle était la fille d'un consul du Mexique. Elle n'a jamais été relâchée. Cet enlèvement a amené les enquêteurs à penser que j'avais été prise par erreur. Une confusion banale entre le nord et le sud d'une rue m'a presque coûté la vie. Une malentendue géographique, une erreur de quartier. Alors, quand vous serez réunis cette année pour l'Action de grâce, pensez à la famille de cette jeune femme. Gardez-la dans vos pensées. Ne laissez personne vous dire que les petites erreurs ne peuvent pas s'accumuler pour donner quelque chose de monstrueux et irréversible. Parfois, une petite erreur suffit à tout briser. Je ne vous raconte pas ça pour épater ou pour chercher la pitié. Je vous le dis parce que j'ai touché du doigt ce que l'on croit abstrait, la fragilité de nos vies. Faites attention, regardez autour de vous. Et si vous pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver, sachez que la plus insignifiante des erreurs peut vous placer exactement là où je me suis retrouvé. Dans le noir, le souffle d'un inconnu dans l'oreille, le goût du métal sur la langue, le monde qui s'effondre. Merci d'avoir écouté. Si quelque chose de ce que je vous ai dit vous reste en tête, partagez-le.
Parfois, une histoire peut sauver une autre vie.